beaucoup. Roger Karoutchi, vous êtes sénateur LR des Hauts-de-Seine. On va bien sûr revenir sur toutes ces informations. Mais d'abord, on va regarder, c'est la tradition dans cette émission, les unes de la presse régionale. On en a sélectionné 3. On va les regarder ensemble. D'abord, la une de la Dépêche. Télé, tout ce qui change aujourd'hui. Changement en cascade des numéros de chaîne et top départ de T18, la nouvelle chaîne de la TNT. La télévision française connaît ce vendredi un chamboulement inédit depuis 20 ans. La une de la Marseillaise, le PCF marque un point, on l'a vu dans le journal, les députés qui ont voté hier une résolution portée par les communistes pour demander l'abrogation de la réforme des retraites qui a été imposée selon le journal sans vote il y a 2 ans. Et puis la dernière une, c'est celle de Corse Matin. Criminalité, la riposte de l'État. Gérald Darmanin était hier en visite dans l'île, il a confirmé la création d'un pôle régional anti-mafia. Le garde des Sceaux y voit le moyen de renforcer la lutte contre la criminalité organisée en complémentarité d'autres juridictions. De quel sujet avez-vous envie de nous parler? Oh, on peut peut-être prendre la télé. Ça va me changer, moi aussi. Vous qualifiez ça de révolution, ce qui se passe aujourd'hui dans le paysage audiovisuel, de petite révolution? Non, pas pour le moment. Je félicite Public Sénat de se retrouver sur le canal 8. Je n'étais pas favorable à l'interdiction de C8, c'est le moins qu'on puisse dire par l'Arcom, mais bon, les choses étant ce qu'elles sont, c'est bien. Non, il y aura une révolution dans l'audiovisuel public si on arrive à transformer le paysage, si on arrive à voter, à faire voter la loi de réforme de l'audiovisuel public qui traîne depuis des mois et qui pour le moment n'a pas d'aboutissement, et si on se pose la vraie question, quels paramètres, quelles conditions pour l'audiovisuel public. Aujourd'hui, moi je considère que l'audiovisuel public a un rôle clé, et en même temps est très décevant, à la fois par son côté monolithique au niveau politique, qui déplaît par définition à beaucoup de gens qui se disent c'est le service public, ça devrait être plus neutre que ça, et puis cette espèce de concours sur la recherche de l'audience est un vrai sujet. Est-ce que c'est le rôle de l'audiovisuel public de faire plus d'audience, moins d'audience que le privé ? À mon sens, non, il doit se concentrer sur l'éducation, la transmission, les valeurs. Bon, il y a un vrai débat à avoir. On revient sur tout ça, on en parle tout de suite, puisqu'évidemment, vous suivez beaucoup ces questions d'audiovisuel ici au Sénat. Et on le disait, grand jour pour Public Sénat qui est depuis ce matin sur le canal 8 de la TNT. On voit tout ça avec notre journaliste Quentin Calmet. Bonjour Quentin. Bonjour Ariane, bonjour Roger Karoutchi sur la 8 donc. Et c'est vous qui inaugurez la toute première chronique sur ce canal 8 de la TNT. Quentin, faut changer les habitudes. Exactement. Si vous nous regardez à la télévision via la TNT, vous avez dû changer vos habitudes, peut-être même resetter, remettre à zéro votre télévision ce matin. Les chaînes parlementaires LCP, Assemblée nationale, Public Sénat sont depuis minuit diffusées sur le canal 8. Depuis le lancement de la TNT en 2005, et on va avoir des images d'ailleurs de mars 2005 avec le lancement de cette TNT. Jean-Pierre Raffarin au siège de l'Arcom, à l'époque CSA, ce moment-là, les chaînes parlementaires qui étaient auparavant disponibles sur le câble et satellite, eh bien, à partir de ce jour-là, elles sont disponibles sur le canal 13. Petit bonus archive à l'occasion. Écoutez, Jean-Pierre Raffarin, donc, se réjouir de voir les chaînes parlementaires être diffusées sur la TNT en 2005. Écoutez. Public Sénat, je suis heureux que par cette nouvelle technologie, plus de Français aient accès ainsi à la vie quotidienne de notre démocratie, la vie républicaine. Je pense que cette nouvelle technologie qui améliore la qualité de l'image et qui élargit aussi l'audience, c'est très important pour l'ensemble du paysage audiovisuel, mais aussi pour les chaînes qui ont eu l'audace de s'engager dans ce projet, comme Public Sénat. Voilà, aujourd'hui Public Sénat qui débarque donc sur le canal 8, l'occasion aussi d'augmenter la visibilité de la chaîne avec un canal mieux exposé. C'est aussi ça l'enjeu avec cette nouvelle numérotation, un enjeu civique de voir ces chaînes importantes dans le paysage de la République mieux placées. Moi j'ai toujours considéré que Public Sénat et LCP avaient un rôle majeur. Et je le dis d'autant plus que comme j'ai été très critique sur le service public en disant que le service public ne remplissait pas un certain nombre de missions, à la fois de formation, de valeur, de transmission, il faut bien qu'il y ait des chaînes qui forment à la vie civique. Et c'est le rôle des chaînes parlementaires. En réalité, parce qu'on dit chaîne parlementaire,
il n'y a pas que l'activité du Sénat ou l'activité de l'Assemblée nationale. Il y a cette espèce de formation à la vie républicaine qu'on ne voit malheureusement plus ou peu sur les autres chaînes. Et c'est aujourd'hui la mission centrale, à mon sens, des chaînes parlementaires. Et c'est bien que Public Sénat soit plus visible, plus abordable, et que on ait de plus en plus, enfin vous ayez plutôt de plus en plus de téléspectateurs, parce que ça voudra dire que de plus en plus de Français s'intéressent à la vie publique et la comprennent. Alors Quentin, pourquoi ce bouleversement des canaux de la TNT? Bien, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, Monsieur Karoutchi, mais avec la fin des chaînes C8 et Énergie 12, dont les fréquences n'avaient pas été renouvelées par l'Arcom en juillet dernier, il y a eu un chamboule-tout dans ces fréquences. Ce 6 juin acte la création d'un bloc des chaînes info du canal 13 au canal 17. Enfin, 2 nouvelles chaînes sont créées, dont une ne commencera à diffuser qu'en septembre. On s'en souvient pas, mais on entendait Monsieur Raffarin dire qu'il y avait une prise de risque de la part des chaînes au lancement de la TNT. Monsieur Raffarin qui parle alors d'audace pour les chaînes qui avaient rejoint ce projet. Pourquoi est-ce que c'était audacieux à l'époque? Moi j'ai un rappel, alors, ça va nous rajeunir. Quand j'étais avec Philippe Séguin, il y avait le Sénat, l'Assemblée, et à l'époque, on avait travaillé sur la création d'une chaîne unique, qui devait être d'ailleurs une chaîne civique plus que parlementaire, entre le Sénat, l'Assemblée, la chaîne Histoire et un certain nombre d'institutions. Ça a raté, et finalement, on a fait 2 chaînes. Quand on a fait les 2 chaînes, et quand on n'était pas, enfin, quand vous n'étiez pas sur la TNT, en réalité, soyons francs, l'audience était quand même très confidentielle. Les collaborateurs des sénateurs regardaient la chaîne et leurs familles. Mais en vrai... Et quelques élus locaux. Et quelques élus locaux, mais il n'y avait pas d'impact. Progressivement, ces chaînes parlementaires sont montées en puissance. Et c'est une bonne chose. Et moi, je considère qu'elles devraient encore renforcer leur audience en allant encore plus loin, au-delà du Parlement, sur la vie publique. Qu'est-ce que c'est que la vie publique? Locale ou nationale? Mais la vie publique, former les gens, transmettre la connaissance, défendre les valeurs de la République. Eh bien, quand vous serez les seules chaînes à le faire, j'espère que vous serez très, très, très suivis. On espère aussi qu'on sera très très suivi. Alors, il y a un autre enjeu. Quentin, Roger Karoutchi, vous avez commencé à en parler. On va élargir au-delà des chaînes parlementaires. Il y a un enjeu important pour la télévision, c'est la réforme de l'audiovisuel public. Vous avez travaillé beaucoup sur ce sujet, Roger Karoutchi. Le Sénat a proposé de changer l'organisation de France Télévisions, de Radio France, de l'INA. La réforme, aujourd'hui, elle est un peu au point mort. On peut le dire, puisqu'elle a été votée au Sénat en juin 2023. Il aura fallu attendre le printemps 2025 pour l'avoir inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Mais au mois d'avril dernier, l'examen du texte s'est englué en commission de la culture chez les députés. Beaucoup d'amendements déposés, trop peu de temps à l'ordre du jour pour examiner la réforme. Le texte a été reporté pour l'heure sine die. Que comptait cette réforme? La réforme voulue par la majorité sénatoriale de la droite et du centre et reprise par Rachida Dati depuis le début de l'année visait à créer une holding, une entité au-dessus des autres groupes d'audiovisuel public avec un même président, une même présidente. Le tout visait à créer des synergies entre les différents groupes. Le Sénat qui préconise de tels rapprochements depuis un rapport de juin 2022 que vous aviez commis, Monsieur Karoutchi, avec Jean-Raymond Hugonet. Jean-Raymond Hugonet qui parlait ainsi de réforme maudite face aux difficultés de son examen depuis des années. C'est une expression qu'on a repris chez lui. Alors, où en sommes-nous de cette réforme, Monsieur Karoutchi? Quel calendrier et quelle volonté politique aujourd'hui? Alors, je ne veux pas trop m'avancer sur le calendrier de l'Assemblée nationale parce qu'il est pour le moins erratique. Le gouvernement nous dit que le texte pourrait passer en séance plénière à l'Assemblée nationale dans une quinzaine de jours. Ah. Alors, je me méfie parce que les affirmations des uns et la réalité d'autre part, c'est pas toujours la même chose. Mais pour vous, elle n'est pas enterrée. En tout cas, les signaux... Le texte n'est pas enterré et visiblement, Madame Dati souhaite que le texte soit évoqué, voté à l'Assemblée nationale avant l'été. Oui, mais en séance publique, le texte n'est pas allé au bout en commission. Comment est-ce que vous avez fait cet imbroglio? Il faut recommencer. D'accord. Donc ils ont prévu plusieurs séances. Moi, j'attends de voir si c'est à nouveau bloqué ou pas et ce que décide le gouvernement. Mais donc il y a de la volonté politique autour de ce texte. Il y a en tout cas une volonté politique entre le ministère de la Culture et visiblement Matignon de faire en sorte que le texte revienne. Donc attendons de voir dans les jours qui viennent. S'il est à nouveau bloqué,
je ne sais pas trop comment Mme Dati pourra se sortir de ce blocage, parce qu'à un moment, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. On ne va pas rester sur un texte voté au Sénat il y a 2 ans. Mais si elle n'arrive pas à faire passer cette réforme, ça a un sens qu'elle reste encore au gouvernement ? Est-ce que ça a encore un sens de se demander ce qu'il faut réellement faire pour l'audiovisuel public, plutôt ? Oui. Parce que, sur le coup, il faut être clair, si cette réforme ne passe pas, ça veut dire que l'on va tous considérer que la réforme est renvoyée aux élections présidentielles de 2027 et intégrée d'une manière ou d'une autre dans les projets des candidats. Sauf que ce ne sera peut-être pas exactement le même texte. Hein, parce que, bon, les choses vont bouger. Oui. Un dernier mot, Quentin. Une dernière question, selon vous, donc, c'était ma dernière question que j'avais préparée. Elle est toujours pertinente et elle est toujours d'actualité dans ce qu'elle préconise, cette réforme. Une holding. Je vous rappelle que le texte que nous avions préparé avec Jean-Raymond Hugonet allait plus loin. Nous allions à la fusion. Oui, et ce qui a été maintenant retiré... Bon, très bien, c'est OK pour la holding, sauf que si on ne fait rien pour mettre en place une coopération entre les chaînes, bon, bah, ça veut dire qu'il faut attendre 2027. Mais quand je dis attendre, non, on préparera des projets et on verra bien. Merci beaucoup, Quentin. Merci. On se retrouve dans une demi-heure dans le club. On évoquera l'actualité du Parti Socialiste, l'élection d'Olivier Faure. Ce sera à suivre dans une demi-heure. Chacun son tour. On va voir la suite de l'actualité. On l'a vu dans le journal, l'Assemblée nationale qui a donc voté hier l'abrogation de la réforme des retraites. C'est un vote symbolique qui n'a aucune contrainte. Mais quand même, est-ce qu'il faut tenir compte de ce vote ? Non. Franchement, qui peut croire que qui que ce soit dans les gouvernants, les parlementaires, a envie d'embêter les Français en disant « il faut absolument travailler plus ». On ne le fait pas par plaisir. La moyenne des retraites en Europe est à 67 ans. Nous étions à 62, on est passé à 64. Mais nous sommes encore, pardon de le dire, par rapport à nos voisins immédiats, très en retard. Il n'y a pas de miracle. Un pays qui a 3 300 milliards d'euros de dette, qui a des déficits considérables, qui a une dépense publique excessive, un pays comme ça ne peut pas continuer de se dire que les retraites sont en déficit, que ça ne fonctionne plus. Mais les communistes, avec ce vote, ils disent maintenant il y a 2 solutions, abrogation ou référendum. Non, application de la loi. Donc on fait comme s'il n'y avait pas eu de application de la loi. Et puisque, enfin moi j'étais hostile, mais le Premier ministre avait voulu lancer un conclave là-dessus. Pour le moment, j'ai pas le sentiment que ce conclave ait abouti à quoi que ce soit. Il est encore en cours. Donc ça, oui, mais enfin bon, pour le moment il sort rien. Hein. Il n'en sortira rien pour vous. Faut qu'il en sorte. Donc au bout du bout, on dira puisqu'il n'y a pas de conclusion spécifique du conclave avec un accord général, c'est la loi qui a été votée qui s'applique. Et contrairement à ce qui est dit, la loi elle a été votée. Moi je n'étais pas, et je fais partie d'un gouvernement, et j'ai moi-même conduit la réforme de 2008, qui a réduit l'utilisation du 49.3. Mais le 49.3, c'est pas anticonstitutionnel. Donc il faut arrêter un peu les commentaires un peu ridicules là-dessus. Un autre sujet cette semaine, c'est Gérald Darmanin et François Bayrou, qui veulent des peines plus fermes en réponse aux violences qui ont eu lieu après le match du PSG. Est-ce que le groupe LR, au Sénat, va faire des propositions dans ce sens ? On en a déjà fait, puisque dans le passé, on avait, d'une part, pendant les débats sur un certain nombre de textes, d'autre part, de manière directe par le groupe qui a déposé des propositions de loi, on a dit un certain nombre de choses sur les peines planchers, sur un certain nombre de peines minimales, etc. Clairement, les Français ont vu ce qui s'est passé après le match PSG. Ils ont été très choqués, légitimement. La police a fait plus de 600 interpellations. Et nous voyons, c'est comme ça, que la plupart des interpellés ont des peines symboliques, quand il y a des peines. Donc forcément, ça choque les Français qui se disent ça sert à rien que la police fasse le job, si après, de toute façon, ils sortent et ils sont contents d'eux-mêmes, les délinquants. Donc, mais là, vous attendez ce que va faire Gérald Darmanin ou il y aura des propositions de loi de votre groupe ? Je pense que là, nous allons attendre, puisque Gérald Darmanin veut aller assez vite. Donc on va attendre les propositions de Gérald Darmanin, en débattre, et puis voir avec lui comment on peut avancer. C'est difficile, je ne dis pas le contraire. Et moi,
je ne suis pas de ceux qui disent ouais, les magistrats et tout. L'application de la loi est parfois un peu incertaine et compliquée. Il faut simplifier les choses. Et deuxième élément, il y a un élément simple, il faut construire des places de prison. Parce que beaucoup de magistrats nous disent, vous voulez qu'on envoie les gens en prison, mais il n'y a pas assez de places, elles sont déjà surpeuplées. Mais justement, c'est vos propositions aussi, d'avoir des peines plus fermes, d'avoir des courtes peines. Est-ce que c'est compatible avec la surpopulation carcérale? Alors, justement, Gérald Darmanin, à la fois fait un certain nombre de propositions pour augmenter significativement le nombre de places de prison, et en même temps, faire en sorte qu'il y ait des courtes peines applicables très vite. Mais c'est vrai que les deux doivent aller de pair. On va passer à l'actualité dans nos régions. C'est aussi une tradition de cette émission. On voit ça avec nos partenaires de la presse régionale. Aujourd'hui, on va à Auxerre, où on retrouve Sophie Bardin. Bonjour Sophie, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Lyon Républicaine. Sophie, le département de Lyon était pionnier dans la réforme du RSA sous conditions. Et à présent, la collectivité veut aller plus loin. Expliquez-nous. Oui, bonjour. Exactement. Donc, depuis le début de l'année, les allocataires du RSA sont inscrits à France Travail et doivent réaliser entre 15 et 20 heures d'activité par semaine. Dans Lyon, il y a près de 9000 bénéficiaires, ce qui représente un coût d'environ 60 millions d'euros. Alors, pour faire baisser cette dépense, dans un contexte financier très tendu, le conseil départemental souhaite accélérer le retour à l'emploi de ses bénéficiaires et propose donc, depuis le début de la semaine, des immersions au sein de ses propres services. Donc, concrètement, les allocataires peuvent réaliser leurs heures d'activité obligatoires avec les agents des routes ou les agents des collèges, par exemple. Et d'autres immersions seront proposées dans des mairies ou des entreprises partenaires. Ma question, c'est est-ce que, selon vous, monsieur le sénateur, ces initiatives sont pertinentes et ne s'agit-il pas, comme le craignent certaines associations, de travail gratuit? Travail gratuit, certainement pas. La réalité, elle est malheureusement très difficile. Les finances des départements sont les finances les plus mises en cause et les plus en difficulté depuis maintenant 4-5 ans. Beaucoup de départements, d'ailleurs, on dit si ça continue, on ne vote pas le budget en équilibre, voire on ne vote pas le budget. Donc on est vraiment dans une situation financière, budgétaire des départements qui est calamiteuse. Deuxième point, sur le RSA, la dépense pour les départements a considérablement augmenté ces dernières années. L'État, qui au début disait compensation à l'euro près et tout, est souvent absent, parce que comme il est lui-même couvert de dettes, il a du mal à compenser réellement. Donc les départements sont obligés de prendre des initiatives. Moi, je trouve que l'initiative du département de Lyon, elle va dans le bon sens. Elle est loin d'être suffisante. Je suis bien d'accord que si nous, dans les Hauts-de-Seine, par exemple, on faisait ça, il y a tellement de bénéficiaires du RSA que par définition, on n'arriverait pas à les caser uniquement dans les services du département, quels qu'ils soient. Mais il faut qu'on prenne un maximum d'initiatives. Il faut qu'on trouve des solutions, il faut retourner vers l'emploi le plus facilement, le plus rapidement possible, parce qu'aujourd'hui, vraiment, l'équilibre même financier du système du RSA n'est plus du tout assuré, et je ne vois pas comment il sera assuré dans les mois ou les années qui viennent, avec un État aussi désargenté qu'il ne l'est aujourd'hui. Merci Sophie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On regarde la une de Lyon Républicaine, innover sur le champ, c'est à la une de votre journal ce matin. Merci beaucoup Sophie Bardin d'avoir été avec nous depuis Auxerre. On va passer aux questions internationales. Vous êtes membre de la Commission des Affaires étrangères, Roger Carucci. On l'a vu dans le journal, le président brésilien Lula, qui était hier à l'Elysée en visite d'État. Il exhorte Emmanuel Macron à conclure l'accord sur le Mercosur. On sait, cet accord, il provoque la colère de nos agriculteurs. La France, pour le moment, y est opposée sous sa forme actuelle. Il doit tenir bon, selon vous, Emmanuel Macron? J'espère bien. Ah non, mais attendez, que le président Lula vienne défendre les intérêts de l'Amérique latine, moi, c'est le problème de Lula. Il est président du Brésil, il ne va pas venir défendre les intérêts de l'Europe. Mais il est bien gentil. Ah là là, je fais appel à votre bon cœur. Bah oui, mais enfin, notre bon cœur de quoi? Regardez la situation de nos agriculteurs. Ils vont encore se prendre sur la tête un accord du Mercosur avec ce que ça veut dire d'importation massive de produits agricoles produits dans des conditions qui sont interdites en France et en Europe. Donc non, à un moment, il faut que la concurrence soit équilibrée et qu'on défende un peu quand même nos agriculteurs.
Donc moi j'espère, enfin jusqu'ici, le gouvernement a été très clair sur ses non au Mercosur. Il faut continuer à dire non au Mercosur. Alors après, est-ce qu'il peut être totalement changé, transformé, réexaminé, renégocié? Ça, je n'en sais rien. On verra bien. En tout cas, quand le président Lula dit je suis là pour 6 mois, dans les 6 mois, il faut que ça se règle, ça m'étonnerait. Et j'espère bien que les autorités françaises ne lâcheront pas. Autre sujet, Lula, il a également dit qu'il soutenait la proposition de la France de reconnaître un État palestinien. Il y a une conférence de l'ONU qui va avoir lieu dans quelques jours, co-présidée par la France. Emmanuel Macron, il dit que la reconnaissance d'un État palestinien, c'est pas seulement un devoir moral, mais une exigence politique. Il faut reconnaître cet État palestinien. Écoutez, moi, j'écoute le président de la République. Je ne suis pas macroniste, mais j'écoute le président de la République. Pas quand il dit « champion mon frère », mais quand il essaye de dire des choses qui peuvent un peu faire avancer. Il a fixé lui-même, et le Quai d'Orsay a repris, les conditions d'une éventuelle reconnaissance d'un État palestinien. Libération de tous les otages, désarmement et éviction du Hamas de Gaza, renouvellement de l'autorité palestinienne, accord des États arabes pour reconnaître Israël. Pour le moment, aucune de ces 4 conditions n'est remplie. Alors moi je veux bien que le président de la République aille où il veut, discuter avec qui il veut, mais si ces 4 conditions ne sont pas remplies, que l'on m'explique pourquoi le président de la République les a lui-même formulées il y a quelques semaines et pourquoi il ne les respecterait pas. Donc, sauf miracle, on ne sait pas, la conférence est dans 10 jours. Si dans les 10 jours qui viennent, les 4 conditions sont remplies, ce serait quand même extraordinaire, mais tant mieux si ça peut... Si ces 4 conditions sont remplies, avançons. Si ces 4 conditions ne sont pas remplies, il faut que le président de la République explique pourquoi il reconnaîtrait sans que les conditions soient remplies. Parce que ça n'aurait plus aucun sens. Pourquoi ça n'aurait plus aucun sens? Parce qu'une fois que c'est fait, vous perdez la main. C'est-à-dire que l'État, très logiquement, le gouvernement israélien dira « Bon, vous avez franchi le cap, donc pour nous, vous n'êtes plus un allié ou un ami fidèle. » Et le monde arabe dira « C'est fait. Donc, on n'a plus rien à attendre de vous. Merci pour tout. » Vous êtes plutôt sur la ligne de la diplomatie allemande qui a dit hier ce serait un mauvais signal de le faire actuellement. Si les conditions étaient remplies, je pourrais dire avançons, regardons ce qui peut être fait. Là, pour le moment, franchement, aucune condition remplie. Mais je comprends que le Hamas ait félicité les interventions et les discours de la France, si ça va dans ce sens-là. Enfin, où est-ce qu'on est? Nous, Français, on va donner une prime à un mouvement terroriste si en parallèle on n'obtient aucune des conditions requises par le président de la République lui-même. C'est insupportable. Un dernier mot, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, elle appelle le gouvernement à bloquer immédiatement les livraisons d'armes à Israël. Elle soutient la grève qui est en cours actuellement des dockers de Fos-sur-Mer et refuse de charger des composants militaires en partance pour Israël. Qu'en dites-vous? Moi, je propose à Mme Sophie Binet de se présenter aux élections. Et si elle les gagne, d'appliquer la politique qu'elle souhaite pour le gouvernement français. Jusqu'à preuve du contraire, chacun sa place. Les syndicats sont là pour défendre les intérêts des salariés et c'est leur rôle naturel, il n'y a rien à dire. Mais si les syndicats décident de la politique extérieure militaire de la France, ça va devenir compliqué. Merci Roger Carucci. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été le premier invité de Public Sénat sur le canal 8 de la TNT. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans le Club des Territoires. Dans 20 minutes, on va revenir sur l'actualité politique de la nuit, la réélection d'Olivier Faure au poste de premier secrétaire du PS. Et on va en parler tout de suite avec notre invité, c'est Johanna Rolland qui nous rejoint.